parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Sur Radio Espace Guinée tous les matins. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs. L'essentiel, le concentré, ça se passe là, évidemment. Dire tout haut, tout ce qu'on pense bas. Merci de votre fidélité. Vous nous regardez à la télévision. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous nous regardez du côté de Dabola. Vous nous écoutez également du côté de Cancan sur 99 en modulation de fréquence. Plusieurs moyens s'offrent à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs en fortement. Hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qu'il ne faut surtout pas oublier si vous souhaitez en tout cas interagir sur nos sujets, ça se passe là, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages sous le coup de 10 heures. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe des GG, mesdames et messieurs. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, à Bokeh, les infrastructures réalisées dans le cadre des projets de l'Agence nationale pour le financement des collectivités locales ont été récemment inaugurées. Il s'agit du centre de santé du quartier d'Ibia, l'école primaire de Koulifanya et la mairie. Tous les trois rénovés donc à plus d'1 milliard de francs guinéens. Le montant reçu donc par le conseil communal s'élèverait à plus de 2 milliards. Des questions demeurent autour donc de la qualité des infrastructures et la destination du reste du montant. Le centre de santé de Dibia, par exemple, manque de forage et les 6 salles de classe de l'école primaire ne sont pas plafonnées. Si ces infrastructures et d'autres pour lesquelles donc le général Mathurin Bangoura et le ministre Amara Somparé n'ont pas voulu couper le cordon inaugural, nous entendrons ce matin dans notre émission, mesdames et messieurs, monsieur Mamadouba Tawel Kamara, il faut le rappeler, il est le maire de Bokeh, il sera en direct ce matin dans cette émission. J'ai dit dans notre émission Les Grandes Gueules, Aboubacar Souma lui reprochait d'avoir accepté de servir donc de top au sein de SLEG. Oui, et pour cela, il aurait perçu 150 millions de francs guinéens. Oumar Tounkara, secrétaire général adjoint exclu du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, veut exercer donc ce matin son droit de réponse. Nous allons le recevoir évidemment dans ce studio, mesdames et messieurs, pour en savoir un peu plus, évidemment. Et puis, cet autre sujet qu'on n'a pas débattu hier, la frontière guinéo-malienne au centre d'un conflit latent, il le dit ce matin Jacques Lewalino. À Dankalan, dans la sous-préfecture de Morodou à Mandiana, les affrontements donc sont récurrents. Les habitants de ce district, majoritairement agriculteurs, ont du mal à s'entendre avec leurs voisins orpailleurs de Niafouala, de la République sœur du Mali, alors qu'un accord donc n'est pas encore trouvé entre les deux États sur les limites territoriales. Nous apprenons qu'une partie de la frontière qui appartiendra donc à la Guinée aurait été occupée par l'armée malienne il y a quelques mois. Les administrateurs territoriaux des deux préfectures voisines avaient procédé donc aux arrestations des citoyens qui reprochaient d'avoir franchi les bornes pour exercer donc leurs activités respectives. Une rencontre de haut niveau a pu aboutir donc à un échange de prisonniers, tenez bien, pour comprendre donc la situation sur le terrain. Nous allons joindre ce matin dans notre émission monsieur Mamadi Diakité. Il est le président des ressortissants donc de Dakalan. Il sera avec nous ce matin dans cette émission. Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons essayer de relayer les messages dans cette émission. Les GG sur Radio Espace. Les GG avec vous jusqu'au port de 11h avec Jacques Lewalino. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Les Kourouma se suivent, hein. Bonjour. Bonjour Ahmed Kourouma. Ne commence pas, bonjour. Comment ça, je commence pas? Ne commence pas. Vous êtes tous de Kourouma. On a bien fait. Juste une petite seconde, juste pour rendre un hommage à un homme qui est mort il y a 60 ans, monsieur Patrice Lumumba, qui est mort dans des circonstances dramatiques. C'était hier, son anniversaire. Enfin, l'anniversaire de sa triste mort, avant-hier ou hier. Et puis aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi d'un grand homme qui a fait beaucoup pour les droits civiques dans le monde, pour la progression de la cause noire dans le monde, monsieur Martin Luther King. Ouais, bien. Et le message est passé. Bonjour Moussa Yoruba.
Bonjour, Lamine. Les deux Moussa se suivent aussi. Là, hein. Vous me dites bonjour, vous regardez Moïse. Oui, Non, pas du tout, il m'a fixé comme ça en fait. Voilà, et tu sais comment il est Dis-moi parfois. si Voilà. tu as de la magie dans le regard. Non, Mais Moussa, moi, c'est autre chose, hein, sincèrement. Voilà, J'ai tout le Moria dans mes yeux. voilà, donc, c'est bien ça. quand C'est un je Maurianais. regarde, voilà. Eh bien. Les Tourmas se suivent mais ne se ressemblent pas. Pas du tout. Les Moussa se suivent, ne se ressemblent pas aussi. Si, Ah par bon, c'est contre, ressemble. nous nous ressemblons. Ah bon? Ah oui. À ce point. Ah oui. T'es un peu plus gros qu'elle, je crois. Oui, bah, c'est bon, je suis Voilà, en ça va forme. quoi. Voilà, il est en forme. Elle parle le gros Ah oui, c'est quoi ce surnom? J'ai écouté l'émission j'ai rien hier, c'est compris. quoi Le ce truc? chocolat. Il disait Ça qu'il va. était parce que on a débattu un sujet ici concernant le ministère des Sports. Oui, j'étais là, oui. Donc on m'a envoyé un message comme quoi Bantama Petit Choix à l'époque, ça s'appelait Kempes. Kempes. Oui, ça, j'avais Et lui suivi. il a dit qu'il s'appelait à l'époque quand il était tout petit El Chocolatier. Il y a un auditeur qui me dit non qu'il est devenu El Grotto. Évidemment, on s'intéresse à l'actualité. On parle politique ce matin, mon cher Jacques Lewalino. La structure donc, du gouvernement connue depuis hier. Oui, la structure du gouvernement est connue. On est en train de procéder par étapes. Nomination du Premier ministre avant-hier. Et puis, la structure du gouvernement qui est donc connue. Pas assez de changements. On est toujours à 36 ministères. On a juste éclaté le ministère des Sports et puis celui de la culture et du patrimoine historique. Ouais. Et puis, de l'autre côté, on a associé l'élevage à l'agriculture. Sinon, tous les autres départements qui étaient là déjà sont restés. Maintenant, derrière, peut-être on peut sentir l'envie d'aller très vite vers la formation de ce gouvernement. On n'a pas encore les figures. On n'a pas de coris pour savoir qui entre, qui sort. Oui. Ce qui est sûr, à voir les départements, il y a une première image qu'on a, c'est qu'on n'a pas envie de rompre avec ce qui était là déjà en place. Donc on n'a pas envie de changer. On est allé vers l'éclatement parce que depuis qu'il est là, il n'est pas descendu en deçà de 30 ministères. On a voulu à un moment donné qu'il resserre. On n'est pas vers cela, on est plutôt vers l'éclatement pour peut-être préciser certains rôles. On en a tellement précisé avec 3 départements ministériels lors du dernier remaniement qu'on s'est vu parfois perdu avec le ministère des droits et c'est pas des droits sociaux ou et de l'autonomisation des femmes, le ministère de l'action sociale et puis le ministère du travail et des lois sociales. Il y a ça aussi, le ministère de la fonction publique, parfois des départements qui sont assez nombreux et qui se chevauchent quelque part, en tout cas qui se marchent dessus quelque part, ce qui fait qu'il y a certains même, ils n'ont pas été connus. Par exemple, le ministre du travail et des lois sociales, personne ne le connaissait vraiment, mais finalement on l'a vu lors de la campagne électorale du côté d'Abola. On nous a fait comprendre que c'était un gars de Ousmane Ba, donc qui battait campagne de ce côté. Donc tellement de ministères que beaucoup n'ont pas été vus à l'œuvre. Ou Madame Béabogui qui a eu des difficultés à trouver ses bureaux parce qu'elle a été nommée, il n'y avait pas de bureau. Donc elle a mis du temps à trouver, n'est-ce pas, des bureaux pour commencer à travailler. Mais je pense que cette fois-ci, tout a été mis au point pour que ceux qui vont être nommés entrent rapidement en fonction et pour qu'ils commencent à travailler. Ce qui est sûr, on n'est pas en train de marcher selon le discours qui a été tenu le jour de la prestation de serment, notamment le 15, qui voulait qu'on gouverne autrement. Jacques, ben voilà, il est toujours bloqué là, hein, sincèrement. Oui. Il nous a dit gouverner autrement. Ouais. On voulait entendre on voulait voir quelques signes de la nouveauté. De la nouveauté, par exemple au niveau de la nomenclature du gouvernement, on aurait pu voir quand même, parce que c'est ce que les Guinéens... La seule nouveauté, Bantamasso a perdu un des départements. Non, mais tu ne peux pas dire Bantama, tu ne sais même pas si c'est lui qui va rester là-bas. là-bas. Est-ce que tu penses qu'il veut rester là? Et je crois qu'il veut gagner c'est grand, le fils il veut spirituel, obtenir quelque c'est chose. Petit Saut. Ce qu'on a envie de dire, parce que quand on a beaucoup de ministères comme ça, et que derrière il n'y a pas de résultat, c'est qu'il y a une perte mais énorme, parce que un ministre coûte beaucoup de choses, coûte de l'argent, coûte de l'argent à l'État. Il faut le loger, il faut prendre en charge son carburant, etc., ses déplacements. Donc si on a un nombre réduit, on a la possibilité d'économiser un peu et peut-être
compter sur le peu de résultats qu'on peut avoir parce qu'on ne se fait pas d'illusions. Bien. Allez-y, Antoine. L'une des questions que je me pose, c'est pourquoi tout ce suspense? On aurait pu nous délivrer il y a longtemps de cela. Le peuple de Guinée attend fermement qu'on nous dévoile enfin les noms des différents membres du gouvernement. D'abord, on demande aux ministres sortants d'aller remercier dans leurs localités respectives. Pendant qu'ils sont en train de remercier, on dévoile la nomenclature du gouvernement. Une façon encore de les inquiéter parce que quelques-uns parmi eux ne seront pas dans cette équipe gouvernementale. J'imagine que ce soir, on aura la liste des membres. Ce n'est pas la fin du monde, après tout. Hein. Oui, mais voilà, ils ne sont pas des ministres. Beaucoup ne le supporteraient pas. Vous savez que dans ce pays, on a vu des personnes qui ont été mises dans ce pays. Durant des années, quand on les a enlevés, on ne les a plus reconnus. Ils étaient comme ça au départ, par après ils sont devenus comme ça. Parce que la forme n'y est plus. Non, justement, donc, ce que je veux dire par rapport à cette question, les grandes gueules. On fait de la politique un métier. Or, c'est pas un métier. C'est pas un métier, c'est ça. Parmi les nouveautés, Jacques parlait du ministère de sport qui a été éclaté. Comme on pense qu'il y a d'autres qui fuient d'être ministre. Il y a le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui ont été combinés, je crois bien. Et puis, l'une des nouveautés, tout de même, c'est cette déclaration faite par Kassouri. Le nouveau... Kassouri 3. Kassouri 3 qui dit qu'il est là pour 2 ans. C'est une première qu'un Premier ministre annonce tout de même que c'était un contrat. Le deal passé avec le président de la République. Il dit que le contrat avec Alpha Condé c'est pour 2 ans. Après il ira planter ses choux ailleurs. Donc je me dis que puisque désormais les Guinéens savent le temps qu'il va mettre à son département, on s'est dit qu'il n'y aura pas grande surprise parce qu'il a annoncé qu'il va faire en sorte que 6 millions de Guinéens sortent de la pauvreté, qu'il va faire en sorte que la corruption soit un lointain souvenir, qu'il va faire en sorte que la Guinée soit un pays émergent, qu'on va construire 2 échangeurs gigantesques à Conakry, notamment à Matoto et à Kadbeling. Donc ce sont des projets assez innovants qui nous annoncent, mais je me dis au regard du temps qui lui est imparti, je ne crois pas que tout cela soit possible. En 2 années seulement, on ne peut pas sortir 6 millions de Guinéens de la pauvreté. On ne peut pas lutter contre la corruption. Il a déjà donné beaucoup de 240 000 francs guinéens aux Guinéens. Pas Orange Money. C'est ce qui sort quelqu'un de la pauvreté. C'est quoi le bilan finalement? C'est quoi le bilan? Parce qu'on a fait par Agnès des transferts Orange Money. Ça n'a pas contribué à changer. La dame du côté de je ne sais où, qui était très pauvre, ça n'a pas changé ses conditions de vie. Je me dis que tout ce qui se fait, ce n'est que théorique. Dans les faits, il n'y a pas de changement véritable. Je l'ai dit hier, c'est un éléphant qui arrive avec une patte cassée et qui ne fera rien du tout. Il ne fait plus peur qu'à Kassouri. Et je ne crois pas qu'il y aura des surprises pour cette nouvelle reconduction. Tu seras étonné. Pas du tout, la mine. Voilà. C'est politique tout ça. Les politiques qui promettent, après, je veux dire, pour tenir les promesses, ça, tu peux aller te brosser. Il y a des noms qui circulent déjà par rapport à des personnes qui peuvent intégrer le gouvernement. Il y a de nouveaux noms qui circulent. Il faut le noter, la mine. On le notera un peu plus tard. Allez-y, allez-y, Antoine. Allez-y, monsieur Kourouma. Merci, voilà. Ahmed Kourouma. Voilà. Non, mais c'était. Alors, moi. Kourouma 2. Kourouma 2. Kourouma 1. Les grandes gueules. Non, mais moi, je suis étonné par le pessimisme de ces jeunes gens autour de cette table. Je suis le plus vieux ici. Et je reste quand même. Il le fait savoir en plus, quoi. Non, mais je le fais savoir. Moi, j'assume mon âge. 50 piges, j'ai plus de 50 piges, on va dire. Donc, je suis très étonné par votre pessimisme. Moi, écoutez, gouverner autrement, ça ne peut pas forcément répondre aux attentes de tout un chacun. On est tous ici en train de faire nos pronostics depuis des mois. Je pense qu'il faut laisser d'abord, l'État et surtout le gouvernement se mettre en place. Les déclarations de monsieur le Premier ministre Kassouri Fofana, il y a à boire et à manger. Comme j'ai entendu le dire hier, on va voir ce que ça va donner. La nouvelle nomenclature, ou structure plutôt, du gouvernement, alors il y a des choses qui ont effectivement bougé. L'élevage qui était le parent pauvre, et Dieu sait si l'élevage dans un pays c'est très important, est rattaché à l'agriculture. C'est pour moi un bon signe. Ensuite, on a séparé visiblement les sports de la culture. La culture, c'est important dans un pays. Et effectivement, les sports aussi. Donc c'est très bien s'ils nous mettent pour une fois des ministres qui sont compétents et dans la culture, et dans le domaine de la culture, et dans le domaine du sport, parce que c'est quand même l'image d'un pays que la culture est, et le sport aussi. Ensuite, je crois qu'il y a une chose qui n'a pas été mentionnée, c'est que le ministère de la Défense, je crois, perd ses prérogatives sur la présidence. Les affaires présidentielles. Voilà, les affaires présidentielles. Bon, on verra ce qu'il en est du tout-puissant docteur Diané. Moi, je l'appelle le Richelieu de la République. Je l'adore, c'est un taiseux. Il parle pas, mais voilà, c'est un homme d'influence.
et tout le monde le sait. Et puis, c'est une tombe. Je sais pas si c'est une tombe, mais c'est quelqu'un, il est impressionnant. Moi, j'ai été face à lui. C'est un homme assez impressionné justement par sa discrétion, par la connaissance qu'il a de la politique guinéenne. C'est un technicien parce que c'est un biologiste à la base. Oui. Donc c'est quelqu'un d'assez impressionnant, il faut le dire. Et puis pour finir, moi je dirais bienvenue à ce nouveau gouvernement qui va essayer de nous sortir de la pauvreté, nous faire avancer, rentrer enfin dans le 21e siècle. Et puis s'il y a des bons chers Antoine, s'il y a des projets ambitieux pour la Guinée, tant mieux. Même s'il réalise entre 5 et 10% de ce qu'il nous aura annoncé, ce sera déjà un bon début. Voilà, bien. Allez-y, Moussa Hiro. Pessimiste, hein? Moi, j'aurais aimé qu'il y ait moins de ministères, Lamine. Ouais. Ailleurs, vous trouverez moins de 30 départements ministériels et pourtant ça marche. Ouais. Ici, on parle de combien? De 36, hein, 36, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais pourquoi faire? Parce qu'on n'a pas eu grand-chose avec certains départements qu'on n'a même pas pu identifier. Il y a des gens qui sont carrément inconnus du grand public parce que sur le terrain, ce n'est pas tellement cela. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait moins de départements ministériels. Qu'on essaie, par exemple, regardez le conflit qu'on a créé entre le ministère de l'autonomisation des femmes et celui de l'action sociale. Oui. C'est pratiquement l'une des dames marche sur les plates-bandes de l'autre, forcément. Parce qu'on n'a pas su réellement créer la différence qu'il faut. C'est pratiquement les mêmes actions, les mêmes activités sur le terrain, de sorte qu'il y a quelquefois confusion. Vous voulez par exemple interpeller une dame par rapport à une action sur le terrain, elle vous dit non, ce n'est plus moi mais c'est l'autre. C'est compliqué tout ça. Je pense qu'il faut mettre des gens à la hauteur, qui sont capables de gérer des actions. Le ministère de l'Action sociale, on sait que normalement tout ce qui est lié aux femmes, tout ce qui est lié aux personnes vulnérables, c'est ce département-là, normalement. Mais quand on crée après, peut-être on peut carrément créer le ministère des droits de l'homme, comme on a voulu mettre la dame sur ce coup. On avait le ministère des droits de l'homme qui est celui aujourd'hui de l'unité nationale et de la citoyenneté. Je pense qu'on a créé une sorte de conflit de compétences. Il faut éviter cela si on veut avoir des résultats probants sur le terrain. Et le Premier ministre a parlé, il a fait beaucoup de promesses. Peut-être que, puisqu'il parle de 2 ans, est-ce qu'il va s'imposer une obligation de résultat pour que les Guinéens puissent, après ces 2 années, se dire oui, il a promis ça, il l'a fait, mais en fait, après tout ce qu'on a vécu depuis 10 ans, moi je suis un peu pessimiste. J'attends de voir ce qui va se passer parce que, en fait, les Guinéens, il y a tellement de beaux parleurs qui tiennent de beaux discours, qui tiennent de belles promesses. Les gens sont là. Oui, quand tu les écoutes, tu as l'impression que oui, ils vont t'apporter Paris dans une bouteille. Mais j'attends de voir ce que ça va se passer sur le terrain. Mais je pense qu'on aurait pu, Lamine, avec moins de départements ministériels, obtenir des résultats, des gens sur le terrain et surtout mettre des gens compétents. Ce pays a des cadres qui sont pétris de talent, qui peuvent aider le pays à aller de l'avant. Mais le problème, c'est que on mise beaucoup plus sur les récompenses, sur le militantisme. Et quelquefois, il y a des militants que vous pouvez récompenser autrement. Les mettre à la tâche, il y a d'autres activités que ces gens peuvent mener. Mais à la tête d'une structure gouvernementale, à l'image d'un département ministériel, je pense qu'il faut mettre des techniciens, des cadres qui peuvent aider le pays à avancer. On a vu des gens ici à l'image d'un Yero Baldé. Partout où tu le mets, il t'apporte des résultats. C'est des techniciens, c'est des gens qui ont été formés. Comme Moustapha Mami Diaby. Moustapha Mami Diaby, bon. Quand vous prenez, par exemple, comment on appelle, le ministre qui est parti, qui a jeté l'éponge, Cheikh Sako, ce monsieur, il a posé des jalons. Les gens sont en train de marcher aujourd'hui sur les jalons justement qu'il a posés. Quand vous prenez un Gassama Diaby qui a jeté l'éponge, le monsieur, il est sur le terrain. Il s'en fout du candidaton. Même si on suppose que c'est un singleton, même si on suppose qu'il s'oppose aux autres, c'est des gens qui pensent aux gens pour lesquels on les a mis là. On a besoin de ce genre de personnes, des gens qui se disent, bon, quand je vais partir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce que j'aurais laissé pour la personne qui viendra, mais aussi pour le peuple de Guinée. On a besoin de ce genre de personnes, mais... C'est compliqué pour le monsieur qui l'a succédé. Vous avez vu comment ça s'est passé par la suite. C'était vraiment compliqué pour les activistes des droits de l'homme et pour les citoyens qui attendaient mieux. C'est compliqué. Mettez des gens qui peuvent répondre aux besoins du peuple parce qu'on vous a mis là pour que vous aidiez ce pays-là à aller de l'avant. Voilà, si je peux me permettre, juste un petit truc, en 2 secondes, je crois qu'il n'y a pas d'antinomie entre
un gouvernement, récompenser quelqu'un parce qu'il a milité dans un gouvernement oui, s'il a les compétences requises, pourquoi pas. Ça se fait partout. Les grands moi, c'est pas ce qui me choquerait. Je suis d'accord avec vous, Madame Hiro. Ce qu'il faut maintenant, c'est mettre des ministres qui ont de la personnalité, de la poigne et qui ont envie vraiment de travailler. Je pense que ça dépend plus de ça plutôt que de critiquer la pléthore de ministres qu'il y aura. C'est la personnalité des ministres et les remerciements en politique, c'est courant partout dans le monde. Donc ça, moi, ça me choque pas du tout. Ouais. Peut-on dire, mon cher Moussa, que ce nouveau gouvernement, ce serait, il faut s'attendre peut-être à un gouvernement de personnalités. On en parlait un instant, peut-être les militants qui vont rentrer dans le gouvernement, plus des récompenses ou carrément des cadres qui vont être là pour aller au charbon, comme on dit. J'attends de voir si ça va être un gouvernement d'ouverture, d'ouverture à des compétences autres que celles qui sont déjà connues au sein du RPG Arc-en-Ciel ou celles qu'on a déjà pu évaluer, qui n'ont pas donné de résultats probants. Je trouve que au regard de l'acte politique qui a été encouragé par le chef de l'État ces derniers temps, c'est-à-dire amener ses ministres, ses cadres supérieurs à l'intérieur du pays pour aller, dit-on, remercier les militants pour avoir voté pour lui. Je me dis que le président Alpha Condé reste encore le même, il reste le tout politique, il voit tout en politique et il continue donc de jouer les cartes en fonction de cela. Sinon, je ne comprends absolument pas la nécessité de le faire. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont encore une fois les fonds publics qui sont mis à contribution pour cela, ce sont les moyens de l'État qui sont mis à contribution pour cela. On va remercier des militants donc d'un parti politique pour avoir voté pour un candidat d'un parti politique avec les moyens appartenant donc les alliés en fait. Avec les moyens appartenant à un militant de l'UFDG, de l'UFR, du PDN, parce que ce sont des moyens de l'État et dans cela nous sommes tous dedans. Donc je trouve que c'est assez contradictoire et c'est un jeu démocratique qui ne marche pas lorsqu'on veut gouverner autrement. Ensuite, ce que je trouve assez changeant dans le ton qui est donné avec le nouveau Premier ministre de la 4e République, c'est qu'il annonce tout de même que sa feuille de route est limitée. C'est-à-dire qu'il décline sa feuille de route, mais c'est limité dans le temps. Cela suppose que derrière, il se prépare des choses. Le président Alpha Condé n'agit pas comme ça. Il ne peut pas limiter dans le temps la mission qui est donnée au Premier ministre et donner mandat à ce dernier pour qu'il en parle, parce que je trouve que s'il en a parlé, c'est parce que ce n'est plus de l'ordre. Ça peut être des boutades. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Lamine. Ça peut être une boutade. Non, je ne pense pas. Attends, Moussa, je vais te donner quelques exemples. S'il vous plaît. On a eu Kassouri dans cette émission, Les Grandes Gueules, avant qu'il soit Premier ministre pour la première fois. Vous vous souvenez? Il était censé parler évidemment de pas l'inauguration, mais plutôt le démarrage de la route Koya-Dabola. Vous vous souvenez? On l'a poussé, et puis il a dit dans cette émission ce jour-là, je suis prêt désormais à être Premier ministre. Et ça fâchait le président, parce que c'était pas le but. D'accord, il s'est fâché. En même temps, on le sait très bien, il s'est fâché. Il a dit, mais c'était pas ça. Il ne veut pas dire qu'il est prêt maintenant à être PM. Et puis après, il y a eu des contraintes. Il faut fusionner maintenant. Son parti à l'époque, je ne me souviens plus, GPT. Il fallait fusionner GPT dans le RPG pour qu'il puisse être PM. Il a payé cher. D'accord, mais en même temps, Lamine, je souhaite dire que le président Dr Kassouri Fofana a appris à connaître le président Alpha Condé. Ça fait quand même des années qu'ils travaillent ensemble. Sauf qu'Alpha, ce dont vous parlez, date d'il y a un peu longtemps. Je trouve qu'il a appris à le connaître. Mais le fait qu'il ait permis, parce que je sais que non mais Lamine, c'est ma façon d'analyser. Mais c'est mon point de vue. Je trouve qu'il a reçu. Il a eu mandat de ce dernier pour parler de ce deal. Si c'était dans l'ordre de l'informel, il n'en aurait pas touché un seul mot. Mais cela nous permet à nous autres gouverner. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Ce que je veux insinuer, c'est que après les 2 ans, une succession. Bien sûr. Non. Tout de même. Lamine. Touchons la plaie. Mais ce que je vous dis, Lamine, je trouve que. Mais tu tournes autour du pot. Non, je ne tourne pas autour du pot. Mais je vous donne mon point de vue. Vous êtes là, vous voulez m'imposer le vôtre. Je t'impose rien du tout, Moussa. Il n'y a aucun pot. Il est tellement intelligent. Il n'y a aucun pot qui existe. Vous voulez m'imposer votre point de vue. Ce que je veux dire, Lamine. Alors, Lamine, laissez-moi développer. Allez-y. Alors, le président ne fait absolument rien sans arrière-pensée politique. Il agit en calculant savamment ce qui va se passer à l'issue des 2 ans de
présence de Dr Kassori Fofana au Palais de la Colombe. Et ce qui est prévu après ces 2 ans, c'est purement, encore une fois, politique. Et ça peut avoir un lien avec, bien entendu, ce qui va se passer à la tête du Palais séquatorial. Ce qui va se passer à la tête du Palais séquatorial. Alors, moi, pour finir, il y a le volet lutte contre la corruption qui a été développé par Ibrahima Kassori Fofana. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la présidente du tribunal de Kaloum. Je salue son courage. Elle a été d'un courage de lion. Elle a été une guerrière. Et je sais qu'elle a fait face. Oui, Moussa Yoro, calme-toi un peu. Elle a fait face à d'énormes. Oui, ça m'arrange. Donc je le dis. Elle a fait face à d'énormes vagues de pression. Je l'imagine parce que quand même 3 journalistes qui font face à une ministre en fonction, c'est pas donné quoi dans ce pays-là. Mais elle a fait face à cette pression. Et je salue également. Moussa, ne me fais pas Lamine. Quand c'est bon, quand vous trouvez que ça s'est bien passé, il faut apprécier le procureur de la République. Je le dis pourquoi? Parce que je veux développer le volet lutte contre la corruption. Le procureur de la République près le tribunal de Kaloum, il était aussi d'un grand courage. Il s'est battu comme un lion ici. Voilà. Donc je trouve que c'est une leçon pour nous autres journalistes. Si on devait servir de cobaye pour dire, vous avez vu comment ils ont guillotiné les 3 là, soulever un petit dossier de corruption en disant que vous êtes des lanceurs d'alerte. Vous allez finir comme ces 3, vous verrez vos casiers judiciaires complètement raturés. Mais là, il vient de donner l'exemple pour dire que les journalistes peuvent bien faire leur travail dans ce pays et bien entendu de façon professionnelle. Je salue le courage, bien entendu, celui de nos avocats qui absolument se sont battus également, Maître Beyan, y compris Tierno Suleiman Baldé, qui ont travaillé dans ce sens, et les avocats de nos confrères. La lutte contre la corruption, pourquoi Dr Kassori en parle? C'est parce que c'est un fléau dans le pays. C'est parce que ça existe. Lui-même, il admet que ça va être son cheval de bataille. Mais là où je dénote qu'il peut avoir des problèmes, c'est parce que le président ne le laissera pas faire, ne le laissera pas agir. Parce que les pions qu'il pousse, ce sont ces hommes qu'il place. C'est vrai, on dit le gouvernement est nommé sous proposition du Premier ministre, mais on sait bien comment ça se passe. Ce sont ces hommes qu'il met, et lorsque vous touchez un dossier où il y a l'un de ces hommes, ça n'avancera absolument pas. Combien de fois vous avez entendu des rumeurs circuler, genre, on va envoyer une inspection, l'inspection d'État doit se rendre dans tel régie financière, l'inspection d'État doit aller fouiner dans tel autre département. Ça ne s'est jamais fait, ça s'est limité à ce qui s'est passé récemment. Alors que la corruption de notre pays continue, elle gangrène. Et le dernier point, c'est d'inviter Ibrahima Kassori. Il n'en a pas parlé, peut-être. Il faut, cette fois-ci, qu'il fasse la promotion du dialogue politique. Surtout. Et social. Pas, hein. Et alors, s'il ne le fera pas. Alors, je vous dis une chose. Il a donné le ton à dire comment on peut dialoguer avec des gens qui ne veulent pas gagner. C'est parce que tout simplement, il existe des contradictions. Le dialogue existe. Il faudrait en faire un cheval de bataille parce que le dialogue politique est au point mort dans ce pays et ce n'est pas l'avantage du régime. Voilà, vous êtes chez les GG. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. De Farana sur Bamboo FM qui relaie cette émission. Continuez à réagir, le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages un peu plus tard dans cette émission. Mesdames et messieurs, bouquet des investissements qui suscitent des interrogations. Nous allons avoir en direct ce matin dans notre émission le maire de Bouquet, Mamadou Tawel Kamara. Il sera donc en direct ce matin dans notre émission. Et puis, que dire du SLEG? Oui, Oumar Tounkara, sur les 150 millions qu'il aurait perçus, il sera sous le coup de 10 heures dans cette émission. Crise frontalière, des conflits récurrents donc à Mandiana. Là de ce côté, c'est Mamadi Diakité que nous allons appeler un peu plus tard. Voilà pour le compte de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. On va continuer, mon cher Jacques Lewalino. Justice, début donc des procès des opposants. Oui, des opposants politiques, ils sont nombreux. Ceux qui ont comparu hier, mais je crois que c'est Mamadi Condé, Mamadi Sans Frontières, qui
pareil donc du côté du tribunal de première instance de Dixine. Et puis Selou Baldé, Chérif Ba, des politiques de taille au sein de l'UFDG qui ont été envoyés devant le tribunal militaire. Donc des questions subsistent. Les gens continuent à s'interroger pourquoi ce choix. On nous dit que c'est en lien avec des chefs d'accusation qui sont retenus contre eux. On parle notamment de détention d'armes, etc. Donc de ce côté, puisque Moussa parlait tout à l'heure de ce dialogue, d'un côté on le réclame dès le début, les opposants se sont mêlés, pas l'UFDG directement, mais d'autres qui n'ont pas participé, qui ont quand même souhaité qu'il y ait cette discussion. Mais je crois qu'il y a la fermeté qui est opposée à cette volonté de dialogue. Et c'est vrai, on ne s'oppose pas au travail de la justice, si bien entendu il y a toute l'indépendance qui accompagne ce travail-là. On est allé en conflit ouvert à cette élection et au lendemain, on a vu que c'est un camp qui a été présenté devant les tribunaux, donc détenu du côté de la maison centrale. Maintenant, pour Madic Sans Frontières, il a dit des choses au tribunal, notamment le pardon les excuses qu'il présente. Il reconnaît un tout petit peu, ainsi que ses avocats d'ailleurs reconnaissent un tout petit peu les propos qui avaient la nature un peu déplacée, des abus à l'égard du chef de l'État, mais également à l'égard de tous ceux qui ont été choqués par ses propos. Il présente donc des excuses, mais il ne se limite pas là, il se présente en ex-opposant et puis estime avoir été livré par son propre camp. Le système... ça ne fait pas de lui un ex-opposant. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas en train de raconter autre chose. C'est ce qu'il a dit devant la presse que je suis en train de relayer ici. On se rend compte que quelque part, cette prison, cette maison centrale, n'est pas qu'une maison de détention, c'est peut-être aussi une maison de reconversion. De réflexion, mais de reconversion aussi. On a vu des gens y aller et puis quand ils sont ressortis, ils ont changé de discours. Je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y avait des difficultés à l'interne ou bien il y a une énorme pression derrière. Son père est quand même passé dans ce studio. Il a été le premier à présenter des excuses au chef de l'État et demander sa clémence pour que son fils et la liberté. Il dit qu'il a été militant du RPG, il a souffert pour le RPG, il a fait la prison. Mais Madic Sans Frontières dit qu'il a perdu sa sœur. Voilà. Il a perdu sa sœur, pardon, je crois, lors de la réception, semble-t-il, du président du RPG, donc le président Alpha Condé à l'époque. Donc c'est quand même une famille qui est connue au sein du RPG. Je crois que ce n'est même pas lié du côté de Dabola. Maintenant, c'est vrai qu'il n'a pas apprécié le fait que son père n'ait pas été récompensé parce qu'il a fait la prison quand même comme d'autres RPGistes. Je crois que c'est l'inverse. Excuse-moi, Jacques, c'est l'inverse. C'est-à-dire que son père a refusé. On avait fait une proposition de poste de préfet, je crois, il me semble. À Dabola, oui. Et il a refusé. Donc Malick apparemment l'aurait dédommagé ou récompensé en lui achetant une voiture et puis une maison. Voilà. Oui, mais il a été aussi le tout dernier prisonnier de Lansana Conté, dit-il, parce qu'il est militant du RPG. Voilà. Allez-y, Madame Hiro. Écoutez, la prison change les hommes parce que... mais quand même, reconnaître une faute, je me dis que c'est tout à fait humain. S'il suppose que les vidéos qu'il a diffusées de par le passé étaient suffisamment violentes, portaient atteinte à l'honneur du chef de l'État, pourquoi ne pas le reconnaître? Quelquefois, en justice, ça peut améliorer aussi peut-être le verdict final, qui sait, même si on a vu la réaction de Sidi Souleymane Ndiaye par la suite. On a écouté un monsieur quand même qui a relaté son histoire. Son père, comme Jacques l'a dit, est passé ici. Ils se sont battus beaucoup. Quand j'ai écouté le papa du jeune, j'ai compris par là que je me suis posé la question, est-ce qu'il n'a pas rallié l'UFDG par frustration? Parce que quand même, ils ont perdu cette fille qui est tombée dans un puits alors qu'il se battait notamment pour le président avant qu'il n'arrive au pouvoir. Aujourd'hui, il accède au pouvoir et le monsieur qui avait arrêté le papa de Madic Sans Frontières a été nommé, je crois, préfet. Il a relaté tout ça ici et je me dis que quelquefois les gens
ne font pas des adhésions par une conviction profonde. Ils se disent, puisque ça n'a pas marché de ce côté, je vais aller par là pour voir. Qui sait? Est-ce une stratégie aussi pour permettre aux jeunes hommes de sortir des mailles des filets aujourd'hui de la justice? Parce que imaginez vivre en prison, quelqu'un qui a vécu au Canada en toute liberté et qui a exercé, qui est resté là-bas pendant plusieurs années, se retrouver tout bonnement du matin au soir à la maison centrale que vous connaissez, avec les conditions de détention carcérale que vous connaissez, parce qu'à un moment donné, il avait quelques soucis de santé. Il a voulu d'ailleurs qu'on fasse intervenir son médecin du Canada. Ça n'a pas été possible, même si par la suite, il a accepté de se faire ausculter. Mais je me dis que je me pose des questions sur ses aveux. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il a senti qu'il n'a plus de chance, par exemple, le soutien de l'opposition ne lui apporterait pas, en tout cas, l'espoir qu'il a de sortir de là? C'est quand même profond quand il dit qu'il a été livré par son camp. C'est très profond. Il y a quand même des interrogations, parce que ce qu'il faut dire, il a été arrêté à la frontière pendant qu'il essayait de quitter le pays. Qu'est-ce qui se passe? Vous le savez, là, en politique, tout est possible. Est-ce que on lui aurait dit des choses par rapport à ce que son camp aurait fait? Je me dis qu'en politique, tout est possible. Les politiques vendent leurs âmes au diable. Ils sont capables de tout en matière de politique, donc rien ne m'étonne. Et je sais que la prison n'est pas facile, tout est possible. Il y a des tractations qui se font pendant que les gens sont en prison. On essaie leur faire changer de camp. Est-ce que c'est le cas de Médecins Sans Frontières? L'avenir nous le dira. Allez-y, Moussa. Il y a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres opposants qui sont programmés aujourd'hui, tel l'ex-député de l'Abbé, c'est bien cela? C'est Loubalde. Oui, lui, il est avec Shérif Ba. Je pense qu'il faut se réjouir d'une chose, c'est qu'on commence à présenter ces détenus là à des juges. C'est-à-dire, ils comparaissent. Ce qui est dramatique, ce qui cause souvent ces cas qui engendre ces cas de mort dans les maisons centrales, c'est une double peine. En fait, vous êtes incarcéré. Vous êtes incarcéré pour des raisons que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas été présenté devant un juge. Vous n'avez pas été présenté à un juge, donc vous n'avez pas été jugé. Vous mourrez sans être jugé, sans savoir ce qu'on vous reprochait. Mais le fait déjà qu'il soit présenté, même si ça intervient tardivement, ça permettra peut-être de démêler le vrai du faux et de nous permettre d'entrevoir ce qui se passe réellement dans ce dossier judiciaire. Médecins Sans Frontières, selon mes sources, on a permis à ce qu'il rentre sur le territoire national, parce que en termes de renseignement, nous avons quand même quelques bons éléments qui existent encore dans ce pays depuis le temps de. Je pense que c'est un peu l'héritage Sékou Touré. C'est l'héritage Sékou Touré qui continue. Donc on a quand même de bons éléments dans les services de renseignement. Donc on l'a laissé rentrer, et jusqu'au niveau, la première alternative c'était de l'arrêter avant qu'il ne soit dans la cour de Cellou Dalein Diallo, mais finalement on l'a laissé rentrer, et de là, quand il est sorti pour la campagne et tout, il n'était pas très éloigné de Cellou, parce qu'il ne fallait pas créer d'incidents durant la campagne. Mais il était filé, il était filé partout. Donc il ne fallait pas créer d'incidents en s'attaquant au cortège du chef, quand même, du principal opposant au régime en place. Et pour sortir Médecins Sans Frontières de là, ça aurait peut-être créé beaucoup de violence. Donc de retour après la campagne et tout, la vidéo qu'il a faite a donc confirmé à l'opinion, parce que beaucoup pensaient qu'il avait déjà quitté le territoire national, a confirmé à ceux qui n'étaient pas dans la filature c'est en ce moment qu'ils ont compris qu'il était vraiment là à Conakry et dans la cour de Cellou Dalein Diallo. Ben voilà, le jour où il a décidé de sortir, c'est donc par l'arrière. Il appartiendra à l'UFDG de confirmer tout cela ou pas, mais mes sources me disent que c'est à l'arrière. Vous savez, le domicile de Cellou fait face tout de même à une bordure de mer, donc c'est là qu'il serait sorti en allant un tout petit peu devant jusqu'au niveau de la Bellevue, et là une voiture Pathfinder, et qu'il envoie du côté de Koza et descend une moto, la moto avec quelqu'un d'autre derrière, et direction la frontière sierra-léonaise. Mais tout cela était filé, bien entendu. Quand on parle de filature, on parle d'information. Évidemment. Quelqu'un à l'intérieur a donné toutes ces informations, l'habillement, le déguisement, et voilà la direction qui va être prise et tout. Mais c'est ça aussi l'État. Évidemment. C'est ça aussi l'État. Les yeux. On appelle les indices. Exactement. Les murs qui vous regardent, les murs qui vous écoutent, vous vous posez énormément de questions. Donc voilà. Mais partout il y a des indices, même ici à Espace. Mais partout. Partout. Mais bien sûr, il y en a partout.
partout. Les grandes gueules. Mais voilà, donc, ne parlons pas assez de cela. Il y en a partout. Oui. Pourquoi tu regardes la mine, c'est pourquoi je le dis. Alors, moi, voilà, merci. Non, Alors, moi, je trouve qu'il t'a regardé bizarrement. Quand oui, bizarrement, très bizarrement. Comment ça? Non, mais je vais continuer. Là. Oui, continue. Voilà, bien. Je vais continuer pour dire. Quand Madick Sans Frontières dit qu'il demande pardon au chef de l'État, oui. Vous avez un prisonnier politique qui est arrêté. Oui. Il dit, je demande pardon au chef de l'État. C'est quand même une action judiciaire qui est engagée contre lui. Ouais. Il demande pardon au président, au premier responsable de l'exécutif. Vous savez, on sait tout de même, il est le prisonnier de qui? Ça veut dire quoi? Que si le président de la République pense à tout ce que la famille Condé a mené comme combat, Madick Sans Frontières sortira de cette histoire, on va le libérer. Oui. Ça veut dire quoi? Que à mon avis, cela démontre un peu le poids que l'exécutif a sur ce dossier. Évidemment. Donc c'est un dossier politique. Ça, c'est pas caché, voilà, évidemment. Non, mais c'est pas normal. Ouais. C'est pas parce que c'est pas caché que c'est normal. C'est pas normal. Pourquoi? Ahmed, je t'apprends rien. Non, mais je te pose la question, pourquoi c'est pas normal? C'est pas normal parce qu'il y a il y a une séparation de pouvoir dans ce pays. Vous ne pouvez pas, non. Il y a une séparation. Il y a une séparation de pouvoir. Mais Non, c'est un dossier politique. La mine. Ils sont politiques. Non, ça fait pas les scènes de... Non, le dossier est judiciaire. Oui. L'immixtion de la politique n'est pas du tout permise. La séparation des pouvoirs. Oui, tu n'es pas naïf. Non, écoute-moi, tu n'es pas naïf au point de croire. Non, attends, laisse-moi. Tu parles tellement de naïveté que j'ai comme l'impression que c'est une couverture pour toi. D'accord, si tu veux. J'accepte, mais quand même, je me pose une question en t'écoutant. Laquelle? Oui. La question, c'est quand quelqu'un insulte l'honneur du chef de l'État. Et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence dans ce cas-là. C'est-à-dire que sur Internet, on confond la démocratie et l'anarchie. Oui. Je suis souvent intervenu sur Facebook en disant on peut être en démocratie, on peut critiquer un pouvoir, mais pas atteindre l'honneur du pouvoir, en l'occurrence par le premier de notre représentant, c'est-à-dire le chef de l'État. Lorsque lui, Malik, dit hier, contrairement à ce que Madame Hiro vient de dire, c'est pas un aveu, c'est un mea culpa qu'il fait. C'est complètement différent. Il fait un mea culpa en disant je constate. Il reconnaît qu'il a tort. Il reconnaît qu'il a tort. Et il reconnaît surtout qu'il a offensé l'honneur du chef de l'État. Donc du coup, ça devient politique. Je suis désolé. Lorsque Madick Sans Frontières s'attaque à l'institution... Non, je finis. Lorsque Madick Sans Frontières s'attaque au président de la République, il s'attaque à une institution de la République. Absolument. Vous comprenez? Alors, lorsque ce dossier, en s'attaquant à l'institution de la République, les lois prévoient ce qui s'applique à la matière. Les grandes gueules. Et donc, c'est un dossier judiciaire et il appartient au juge de dire la loi, de dire le droit. Voilà ce qui doit se passer. C'est pas parce qu'il présente, par exemple, des excuses au président de la République que ce dernier peut tout bonnement dire écoute, madame, procureur, tu laisses tomber ce dossier, ça va, c'est à moi qui l'apporte le fond. C'est prévu par la loi. Mais la loi et la justice va prendre en compte ces excuses. Oui, non, ce qui va se passer, ça compte dans la décision. Ça compte. Non, je ne dis pas que ça ne fait son mea culpa. Non, le mea culpa. Non, écoute, je ne dis pas que le fait de présenter des excuses, quand on passe à des aveux, lorsqu'on arrête quelqu'un qui a de la drogue sur lui, on lui déclare tout est contrebandier, on verra, ça peut alléger ta peine. Quand tu le fais, ça allège ta peine. Mais je dis, c'est pas ce qui peut se passer. Merci, c'est le fait, ça dépendra de l'humeur. Ça dépendra. On me dit merci, mais j'ai pas fini. Ça dépendra de l'humeur de celui qui est au palais sécotorien. C'est cela qu'il faut dénoncer. C'est pas du tout normal. Je trouve que la séparation du pouvoir. J'ai bien compris ce que tu veux dire. Mais bon, si on le comprend ici, je pense qu'on va tous présenter des excuses. Je ne dis pas qu'il n'a pas commis d'abus. Il y a des abus dans ces vidéos parce que il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas vraies et puis qui auraient pu créer beaucoup de problèmes dans ce pays. Mais je dis, on ne peut pas lier l'exécutif à cela et j'ai comme l'impression que le poids de l'exécutif dans ce dossier est assez dense. Voilà ce que je vais vous faire comprendre. Alors, voilà. Ahmed surtout, allez-y. Alors pour le coup, tu fais un mauvais procès d'intention au chef de l'État parce que je ne pense pas que la décision du juge va être en fonction du coup de téléphone qu'il va recevoir. Il faut arrêter avec cette espèce de messianisme, complotisme. La naïveté, elle se trouve là, justement. La naïveté en question, elle se trouve là, justement. Moi, je crois que c'est la différence qu'il y a entre toi et moi, et c'est pour ça qu'on ne s'entendra jamais là-dessus. J'ai un sens élevé de l'État.
D'accord. Ah oui, oui, absolument. Parce j'ai un que sens élevé de l'État. tu as servi l'État dans ses plus profondes abysses. Je n'ai jamais servi l'État. Ouais. Par contre, j'ai une conscience de l'État. Parce que voilà, on vit dans un pays. Bref, on se rend compte d'une chose, c'est que derrière ces histoires politiques, il y a des histoires humaines. Et c'est ça qui est d'extraordinaire dans les révélations, les aveux, ou plutôt le mea culpa d'hier, c'est qu'on se rend compte que ce garçon a un parcours traumatisant pour sa famille. Perdre sa sœur, pour le père, perdre sa fille, c'est pas quelque chose d'évident. On n'assume jamais la perte d'un enfant. Ouais. Et puis derrière, il a reconnu des faits que tout le monde avait constatés, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai vu avec des armes, ce garçon. Il y a un moment donné où on se disait, mais il faut qu'ils arrêtent. La politique, c'est pas forcément l'insulte publique, l'injure, passer par des moyens inacceptables quand on fait de la politique. La politique, c'est l'argumentaire. Et je pense que les gens vont commencer à le comprendre. Ouais. La politique, c'est l'argumentaire. La politique, c'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Oui. C'est un débat contradictoire. Il faut que dans ce pays, qu'on accepte qu'on ne soit pas d'accord les uns avec les autres. C'est ce qui fait grandir un pays. Et voilà, c'est une histoire humaine. Moi, j'ai lu ce qu'il a dit. Ça m'a fait plaisir qu'il s'excuse auprès du chef de l'État, parce que, encore une fois, le chef de l'État est le premier de nos représentants. C'est une institution qu'on n'insulte pas. Voilà. Allez-y, Antoine, s'il vous plaît. Ce qu'il faut dire clairement, à entendre Madic Sans Frontières hier, parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on dise que ces propos, c'est pour amener Alpha Condé à passer un coup de fil, je ne crois pas du tout. C'est pour peut-être alléger sa peine auprès de la juge. Et l'avocat l'a dit hier. Vous n'avez pas compris, Moussa. Attendez que je finisse. L'avocat l'a dit hier, une faute reconnue est à moitié pardonnée. Je comprends. C'est à l'endroit du juge. Vous n'avez pas compris, Moussa. Non, attendez que je finisse la nuit. Allez-y. C'est à l'endroit du juge que Madic parle. Ouais. Et dans ses propos, on a largement compris qu'il a été trahi par son propre camp. Le terme n'a pas été employé, mais c'est cela. J'ai été trahi par l'UFDG qui m'a livré au camp adverse. De l'autre côté, lorsque la journaliste a posé la question par rapport au fait que c'est un opposant qui s'exprime, il a retorqué en disant un ex-opposant, comme pour dire que je ne suis plus opposé à ce régime. Ce qui veut dire quoi? Madic a reçu des leçons étant en prison. Et je me dis que ça fera changer d'opinion à ceux qui pensaient qu'il a été arrêté à tort, qu'il a été injustement arrêté. Parce que lui-même reconnaît qu'il a eu tort de s'exprimer ainsi. Et je me dis que la juge ou la présidente du tribunal prendra en compte ce mea culpa qu'il a fait, et que si la peine qu'il encourait était lourde, elle peut être revue à la baisse. Bien. Parce que l'inculpé lui-même admet qu'il a commis une faute. Il voudrait qu'on l'excuse pour cela, et il a promis qu'il va faire une lettre au président dans laquelle il va s'excuser concrètement. Merci beaucoup. Voilà, Antoine Kourouma. On reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Nous irons ce matin du côté de Bokeh. Mesdames et messieurs, des investissements qui suscitent des interrogations. Oumar Tounkara est dans nos locaux. Il répond à Boubacar Souma ce matin. Crise frontalière, des conflits donc récurrents du côté de Mandiana. Tout ceci à suivre sur le coup de 10h sur Espace TV. Merci d'être de nôtres. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble.